Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, j'ai la chance de continuer la lecture des caractères de La Bruyère. C'est une œuvre qui est présentée comme un recueil de remarques sous forme de maximes. Elle compose une chronique essentielle de l'esprit du XVIIe siècle. C'est la seule et unique œuvre de La Bruyère. Elle représente un peu l'œuvre de toute une vie puisqu'il commence son œuvre en 1670, la publie une première fois en 1688 pour la finir en 1694, après l'avoir revue et corrigée pour sa 9e et dernière édition. La Bruyère décédera en 1696. Donc nous allons reprendre la lecture de ce fabuleux livre et j'espère que vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Un homme de la ville est pour une femme de province ce qu'est pour une femme de ville un homme de la cour. Un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et mauvais plaisant, qui parle de soi avec confiance et des autres avec mépris, impétueux, altier, entreprenant sans mœurs ni probité, de nul jugement et d'une imagination très libre, il ne lui manque plus, pour être adoré de bien des femmes, que de beaux traits et la taille belle. Est-ce en vue du secret ou par un goût hypocondre que cette femme aime un valet, cet autre un moine, et Dorine son médecin? Roscius entre sur la scène de bonne grâce. Oui, Lélie, et j'ajoute encore qu'il a les jambes bien tournées, qu'il joue bien, et de longs rôles, et que pour déclamer parfaitement, il ne lui manque, comme on le dit, que de parler avec la bouche. Mais est-il le seul qui ait de l'agrément dans ce qu'il fait? Et ce qu'il fait, est-ce la chose la plus noble et la plus honnête que l'on puisse faire? Roscius, d'ailleurs, ne peut être à vous. Il est à une autre. Et quand cela ne serait pas ainsi, il est retenu. Claudie attend pour la voir, qu'il se soit dégoûté de Messaline. Prenez Bathilde, Lélie, où trouvez-vous, je ne dis pas dans l'ordre des chevaliers que vous dédaignez, mais même parmi les farceurs, un jeune homme qui s'élève si haut en dansant et qui passe mieux la capriole. Voudriez-vous le sauteur de Cobus, qui, jetant ses pieds en avant, tourne une fois en l'air avant que de tomber à terre? Ignorez-vous qu'il n'est plus jeune? Pour Bathilde, dites-vous, la presse y est trop grande, et il refuse plus de femmes qu'il n'en agrée. Mais vous avez Dracon, le joueur de flûte. Nul autre de son métier n'enfle plus décemment ses joues en soufflant dans le hautbois ou le flageolet. Car c'est une chose infinie que le nombre des instruments qu'il fait parler. Plaisant d'ailleurs, il fait rire jusqu'aux enfants et aux femmelettes, qui mangent et qui boivent mieux que Dracon, en un seul repas. Il enivre toute une compagnie et il se rend le dernier. Vous soupirez, Lélie. Est-ce que Dracon aurait fait un choix ou que malheureusement on vous aurait prévenu? Se serait-il enfin engagé à Césonie, qui l'a tant couru, qui lui a sacrifié une si grande foule d'amants, et non d'Allemands? Je dirais même toute la fleur des Romains. À Césonie, qui est d'une famille praticienne, qui est si jeune, si belle et si sérieuse, je vous plains, Lélie, si vous avez pris par contagion ce nouveau goût, comptant de femmes romaines pour ce qu'on appelle des hommes publics et exposés par leurs conditions à la vue des autres. Que ferez-vous lorsque le meilleur en ce genre vous est enlevé? Il reste encore Bronte, le questionnaire. Le peuple ne parle que de sa force et de son adresse. C'est un jeune homme qui a les épaules larges et la taille ramassée. Un nègre d'ailleurs, un homme noir. Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier et un maçon est un maçon. Pour quelques autres, plus retirés, un maçon est un homme. Un jardinier est un homme. Tout est tentation à qui la craint. Quelques femmes donnent au couvent et à leurs amants
Galantes et bienfactrices, elles ont jusque dans l'enceinte de l'hôtel des tribunes et des oratoires, où elles lisent des billets tendres et où personne ne voit qu'elles ne prient point Dieu. Qu'est-ce qu'une femme que l'on dirige? Est-ce une femme plus complaisante pour son mari, plus douce pour ses domestiques, plus appliquée à sa famille et à ses affaires, plus ardente et plus sincère pour ses amis, qui soit moins esclave de son humeur, moins attachée à ses intérêts, qui aime moins les commodités de la vie? Je ne dis pas qu'il fasse des largesses à ses enfants qui sont déjà riches, mais qui opulent elles-mêmes et accablées du superflu, leur fournissent le nécessaire et leur rendent au moins la justice qu'elle leur doit, qui soit plus exempte d'amour de soi-même et d'éloignement pour les autres, qui soit plus libre de tout attachement humain. Non, dites-vous, ce n'est rien de toutes ces choses. J'insiste et je vous demande, qu'est-ce donc qu'une femme que l'on dirige? Je vous entends, c'est une femme qui a un directeur. Si le confesseur et le directeur ne conviennent point sur une règle de conduite qui sera le tiers qu'une femme prendra pour surarbitre. Le capital pour une femme n'est pas d'avoir un directeur, mais de vivre si uniment qu'elle s'en puisse passer. Si une femme pouvait dire à son confesseur avec ses autres faiblesses, celles qu'elle a pour son directeur et le temps qu'elle perd dans son entretien, peut-être lui serait-il donné pour pénitence d'y renoncer. Je voudrais qu'il me fût permis de crier de toute ma force à ces hommes saints qui ont été autrefois blessés des femmes: fuyez les femmes. Ne les dirigez point. Laissez à d'autres le soin de leur salut. C'est trop contre un mari d'être coquette et dévote. Une femme devrait opter. J'ai différé à le dire et j'en ai souffert, mais enfin il m'échappe. Et j'espère même que ma franchise sera utile à celles qui, n'ayant pas assez d'un confesseur pour leur conduite, n'usent d'aucun discernement dans le choix de leur directeur. Je ne sors pas d'admiration et d'étonnement à la vue de certains personnages que je nomme point. J'ouvre de fort grands yeux sur eux, je les contemple. Ils parlent, je prête l'oreille, je m'informe, on me dit des faits, je les recueille. Et je ne comprends pas comment les gens en qui je crois voir toutes choses diamétralement opposées au bon esprit, au sens droit, à l'expérience des affaires du monde, à la connaissance de l'homme, à la science de la religion et des mœurs, présument que Dieu doive renouveler en nos jours la merveille de l'apostolat et la faire et faire un miracle en leur personne, en les rendant capables tout simples et petits esprits qu'ils sont. Du ministère des âmes, celui de tout le plus délicat et le plus sublime. Et si au contraire, il se croit né pour un emploi si relevé, si difficile et accordé à si peu de personnes, et qu'il se persuade de ne faire cela qu'exercer leur talent naturel et suivre une vocation ordinaire, je le comprends encore moins. Je vois bien que le goût qu'il y a de devenir le dépositaire du secret des familles, à se rendre nécessaire pour les réconciliations, à procurer des commissions ou à placer des domestiques, à trouver toutes les portes ouvertes dans les maisons des grands, à manger souvent à de bonnes tables, à se promener en carrosse dans une grande ville et à faire de délicieuses retraites à la campagne, à voir plusieurs personnes de nom et de distinction s'intéresser à sa vie, à sa santé et à ménager pour les autres et pour soi-même tous les intérêts humains. Je vois bien encore une fois que cela seul a fait imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexte du soin des âmes et semer dans le monde cette pépinière intarissable de directeurs. La dévotion vient à quelques-uns et surtout aux femmes comme une passion ou comme le faible d'un certain âge ou comme une mode qu'il faut suivre. Elle comptait autrefois une semaine par les jours, de jeux de spectacles, de concerts, de mascarades ou d'un joli sermon. Elle allait le lundi perdre leur argent chez Ismène, le mardi leur temps chez Climène et le mercredi leur réputation chez Célimène. Elle savait dès la veille toute la joie qu'elle devait avoir le jour d'après et le lendemain. Elle jouissait tout à la fois du plaisir présent et de celui qui ne leur pouvait manquer. Elles auraient souhaité de les pouvoir rassembler tout en un seul jour. C'était alors leur unique inquiétude,
est tout le sujet de leur distraction. Et si elles se trouvaient quelquefois à l'opéra, elles y regrettaient la comédie. Autre temps, autres mœurs. Elles outrent l'austérité et la retraite. Elles n'ouvrent plus les yeux qui leur ont donné pour voir. Elles ne mettent plus leur sens à aucun usage. Et chose incroyable, elles parlent peu, elles pensent encore, et assez bien d'elles-mêmes, comme assez mal des autres. Il y a chez elles une émulation de vertu et de réforme qui tient quelque chose de la jalousie. Elles ne haïssent pas de primer dans ce nouveau genre de vie, comme elles faisaient dans celui qu'elles viennent de quitter par politique ou par dégoût. Elles se perdent gaiement par la galanterie, par la bonne chère et par l'oisiveté. Et elles se perdent tristement par la présomption et par l'envie. Si j'épouse Hermas, une femme avare, elle ne me ruinera point. Si une joueuse, elle pourra s'enrichir. Si une savante, elle saura m'instruire. Si une prude, elle ne sera point emportée. Si une emportée, elle exercera ma patience. Si une coquette, elle voudra me plaire. Si une galante, elle le sera peut-être jusqu'à m'aimer. Si une dévote, répondait Hermas, que dois-je attendre de celle qui veut tromper Dieu et qui se trompe elle-même? Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un homme qui s'en donne la peine. Un seul même en gouverne plusieurs. Il cultive leur esprit et leur mémoire, fixe et détermine leur religion. Il entreprend même de régler leur cœur. Elle n'approuve et ne désapprouve, ne loue et ne condamne qu'après avoir consulté ses yeux et son visage. Il est le dépositaire de leur joie et de leur chagrin, de leur désir, de leur jalousie, de leur haine et de leur amour. Il les fait rompre avec leurs galants, il les brouille et les réconcilie avec leurs maris, et il profite des interrègnes. Il prend soin de leurs affaires sollicites, leurs procès, et voit leurs juges. Il leur donne son médecin, son marchand, ses ouvriers. Il s'ingère de les loger, de les meubler, et il ordonne de leur équipage. On le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les rues d'une ville et aux promenades, ainsi que dans leurs bancs et à un sermon, et dans leurs loges à la comédie. Il fait avec elles les mêmes visites. Il les accompagne au bain, aux eaux, dans les voyages. Il a le plus commode appartement chez elle à la campagne. Il vieillit sans déchoir de son autorité, un peu d'esprit et beaucoup de temps à perdre lui suffit pour la conserver. Les enfants, les héritiers, la bru, la nièce, les domestiques, tout en dépend. Il a commencé par se faire estimer, il finit par se faire craindre. Cet ami si ancien, si nécessaire, meurt sans qu'on le pleure, et 10 femmes, dont il était le tyran, héritent par sa mort de la liberté. Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sous les dehors de la modestie. Et tout ce que chacune a pu gagner par une continuelle affectation, et qui ne s'est jamais démentie, a été de faire dire de soi, on l'aurait prise pour une vestale. C'est dans les femmes une violente preuve d'une réputation bien nette et bien établie, qu'elles ne soient pas même effleurées par la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressemblent point, et qu'avec toute la pente qu'on a aux malignes explications, on ait recours à une toute autre raison de ce commerce qu'à celle de la convenance des mœurs. Un comique outre sur la scène ses personnages, un poète charge ses descriptions, un peintre qui fait d'après nature force et exagère une passion, un contraste, des attitudes, et celui qui copie, s'il ne mesure au compas les grandeurs et les proportions, grossit ses figures, donne à toutes les pièces qui entrent dans l'ordonnance de son tableau plus de volume que n'en ont celles de l'original. De même, la pruderie est une imitation de la sagesse. Il y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse gloire qui est légèreté, une fausse grandeur qui est petitesse, une fausse vertu qui est hypocrisie, une fausse sagesse qui est pruderie. Une femme prude paye de maintien et de parole, une femme sage paye de conduite. Celle-là suit son humeur et sa complexion, celle-ci sa raison et son cœur. L'une est sérieuse et austère, l'autre est dans les diverses rencontres précisément ce qu'il faut qu'elle soit. La première cache des faibles sous de plausibles dehors, la seconde couvre un riche fond sous un air libre et naturel. La pruderie contraint l'esprit, ne cache ni l'âge ni la laideur, souvent elle les suppose. La sagesse, au contraire, pallie les défauts du corps, ennoblit l'esprit, ne rend la jeunesse que plus piquante et la beauté que plus périlleuse.
Pourquoi s'en prendre aux hommes de ce que les femmes ne sont pas savantes? Par quelle loi, par quel édit, par quel rescrit leur a-t-on défendu d'ouvrir les yeux et de lire? De retenir ce qu'elles ont lu et d'en rendre compte ou dans leur conversation ou par leur ouvrage? Ne se sont-elles pas au contraire établies elles-mêmes dans cet usage de ne rien savoir, ou par faiblesse de leur complexion, ou par la paresse de leur esprit, ou par le soin de leur beauté, ou par une certaine légèreté qui les empêche de suivre une longue étude, ou par le talent et le génie qu'elles ont seulement pour les ouvrages de la main, ou par les distractions que donnent les détails d'un domestique, ou par un éloignement naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par une curiosité toute différente de celle qui contente l'esprit, ou par un tout autre goût que celui d'exercer leur mémoire. Mais à quelque cause que les hommes puissent devoir cette ignorance des femmes, ils sont heureux que les femmes, qui les dominent d'ailleurs par tant d'endroits, aient sur eux cet avantage de moins. On regarde une femme savante comme on fait une belle arme. Elle est ciselée artistement, d'une polissure admirable et d'un travail fort recherché. C'est une pièce de cabinet que l'on montre aux curieux, qui n'est pas d'usage, qui ne sert ni à la guerre ni à la chasse non plus, qu'un cheval de manège, quoique le mieux instruit du monde. Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même sujet, je ne m'informe plus de sexe. J'admire, et si vous me dites qu'une femme sage ne songe guère à être savante ou qu'une femme savante n'est guère sage, vous avez déjà oublié ce que vous venez de lire, que les femmes ne sont détournées des sciences que par de certains défauts. Concluez donc vous-même que moins elles auraient de ces défauts, plus elles seraient sages, et qu'ainsi une femme sage n'en serait que plus propre à devenir savante, ou qu'une femme savante n'étant-elle que parce qu'elle aurait pu vaincre beaucoup de défauts, n'en est que plus sage. La neutralité entre les femmes, qui nous sont également amies, quoiqu'elles aient rompu pour des intérêts où nous n'avons nulle part, est un point difficile. Il faut choisir souvent entre elles, ou les perdre toutes deux. Il y a telle femme qui aime mieux son argent que ses amis, et ses amants que son argent. Il est étonnant de voir dans le cœur de certaines femmes quelque chose de plus vif et de plus fort que l'amour pour les hommes. Je veux dire l'ambition et le jeu. De telles femmes rendent les hommes chastes. Elles n'ont de leur sexe que les habits. Les femmes sont extrêmes, elles sont meilleures ou pires que les hommes. La plupart des femmes n'ont guère de principes, elles se conduisent par le cœur et dépendent pour leurs mœurs de ce qu'elles aiment. Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des hommes, mais les hommes l'emportent sur elles en amitié. Les hommes sont cause que les femmes ne s'aiment point. Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut rendre une jeune femme ridicule, et elle-même devient difforme. Elle me fait peur, elle use pour l'imiter de grimaces et de contorsions. La voilà aussi laide qu'il faut pour embellir celle dont elle se moque. On veut à la ville que bien des idiots et des idiotes aient de l'esprit. On veut à la cour que bien des gens manquent d'esprit, qui en ont beaucoup. Et entre les personnes de ce dernier genre, une belle femme ne se sauve qu'à peine avec d'autres femmes. Un homme est plus fidèle au secret d'autrui qu'au sien propre. Une femme, au contraire, garde mieux son secret que celui d'autrui. Voilà, c'est ainsi que se termine cette lecture donc des caractères de La Bruyère. Je vais vous donner une petite citation avant de vous quitter. Un homme sage, ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à gouverner les autres. Il veut que la raison gouverne seule, et toujours. Bonne soirée.